On a essayé de faire jouer le fameux FIVA, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui s'applique en métropole, qui lors de sa création définissait les personnes ayant droit à être indemnisées. D'abord les malades intoxiqués dans le cadre professionnel, mais également dans le cadre environnemental, c'est-à-dire n'importe quelle population. Alors justement, ce FIVA, Madame Robineau, par rapport à cette question-là de reconnaissance de ce fonds en Calédonie, vous, membre du gouvernement, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme précision? Alors d'abord, c'est quelque chose qui est douloureux. Moi, je pense qu'il y a peut-être des malades qui nous regardent ce soir. On ne peut pas traiter ça en chiffres, en nombres. Je crois qu'il y a vraiment une proximité à trouver pour essayer de démêler cette affaire. Alors d'abord, vous dire que ça fait maintenant 2 ans, et c'est très bien que les associations soient présentes sur ce terrain-là, nous ont demandé de porter cette parole. Cette parole a été portée par 3 fois au gouvernement français, 1 fois devant le président du FIVA. Enfin, cette parole est très fort portée à notre niveau. À aujourd'hui, vraiment, je suis au regret de dire qu'on n'a même pas de résultat, même pas de réponse. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'accrocher terriblement sur ce dossier, parce que derrière, il y a de vrais malades. C'est-à-dire qu'il y a un espoir d'étendre le FIVA un jour à la Nouvelle-Calédonie? Alors, je pense que ça ne sera pas l'opportunité, ne sera pas de l'étendre. Parce que le FIVA est une organisation extrêmement complexe, un CA de 22 membres avec des collèges, une commission d'expertise, etc. Enfin, c'est quelque chose de très lourd. Et donc, l'idée, c'est d'abonder le fonds du FIVA métropolitain et que nos malades soient reconnus par le FIVA en métropole en amenant de l'argent à ce fonds. Parce qu'aujourd'hui, la Calédonie ne donne pas d'argent au FIVA. Pour qu'il y ait une égalité de traitement, finalement, entre malades calédoniens et malades métropolitains. Tout à fait. Alors, je voulais juste rajouter une petite chose importante, c'est que le FIVA indemnise le préjudice de la douleur, le préjudice du manque à travailler, le préjudice de la maladie, parce que la CAFAD prend en charge réellement la maladie, les frais liés à la maladie. C'est tout le tour qui est pris en charge par le FIVA, et il faut qu'on dise aux malades qu'on n'abandonnera pas ce dossier. Très bien, nous l'avons compris et nous sommes d'accord, l'amiante est un problème de santé humaine qui touche l'ensemble de la population. C'est un vrai problème de santé publique. Il faut donc prendre des précautions, que l'on soit salarié d'une entreprise ou simple citoyen. Mais quelle est la réglementation en vigueur et comment fait-on si on veut diagnostiquer s'il y a de l'amiante dans un bâtiment? Eh bien, quelques éléments de réponse avec ce reportage. À cet endroit se dressait une vieille maison. Elle a été détruite sans aucune précaution. Elle contenait peut-être de l'amiante. L'inhalation de poussière d'amiante constitue l'un des premiers dangers, d'où la nécessité pour l'entreprise de désamiantage de prendre des précautions particulières. La zone à traiter est confinée par des spécialistes munis de protections adaptées après étanchéification du bâtiment. Système respiratoire, combinaison jetable, gants, filtration de l'air. On impose ces précautions d'abord, première chose, pour protéger les ouvriers qui vont désamianter, retirer ces matériaux, parce que ces matériaux vont émettre des fibres, donc il faut éviter de les contaminer. Et puis aussi pour éviter de contaminer l'extérieur, l'environnement, parce qu'on sait tous que les fibres s'en vont dans l'espace de façon très, très facile et peuvent polluer, contaminer les personnes aux alentours. Un décret du 3 mai 2002 étend la recherche d'amiante au pavillon individuel lors d'une transaction sur les biens construits avant 1997. Quand on démolit, fatalement on trouve des fibres qui proviennent des matériaux qu'on est en train d'enlever. Cette quantité de fibres est variable, on peut atteindre, on a vu sur certains chantiers, 250 à 300 fibres au litre, alors que la norme impose maximum 5 fibres par litre d'air pompé sur 24 heures. La SLN fait faire un désamiantage systématique de ces pavillons locatifs. Il faut en moyenne 2 mois pour nettoyer sol et plafond non friables dans lesquels l'amiante est liée. À Nouméa, certains bâtiments ont un degré de risque extrême. Ainsi, l'ancien club Med voit ses murs couverts d'amiante se désagréger sous l'effet des courants d'air. Voilà, nous l'avons vu, Monsieur Barthelmé, dans ce reportage. Donc, l'amiante et la présence d'amiante dans les bâtiments reste une vraie question. Oui, absolument. Alors d'abord, une petite erreur dans le reportage. Il n'y a pas actuellement en Calédonie de réglementation concernant le diagnostic dans les bâtiments. Cette réglementation est en cours de travail, en cours de réalisation par l'ADAS.
Les autres services ont été saisis, la Chambre de commerce et d'autres organismes ont été saisis pour donner leur avis sur ce projet de réglementation, mais actuellement, il n'y a pas de réglementation. Ça fait partie de ce troisième décret qui n'a pas été étendu au pays. Absolument. Alors justement, l'amiante dans les bâtiments, on vient de le voir. Si je perce mon plafond, si je veux faire de la rénovation, de la construction dans un vieux bâtiment ou dans un bâtiment qui a 10 ans, on va dire, s'il y a de l'amiante, je peux être exposé, M. Barthélémy. Absolument. Vous pouvez être exposé et par définition, tous les travailleurs qui interviennent dans des opérations d'entretien peuvent être exposés. D'où l'importance également pour la protection des travailleurs de la sortie d'une délibération qui imposerait le diagnostic dans les bâtiments. Cette délibération a du sens et par rapport à la santé du public et par rapport à la protection des travailleurs. Madame Robineau, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'on y travaille à cette réglementation? Oui, si on est là ce soir, c'est que vraiment on y travaille. Mais je dirais que la réglementation, c'est 3 niveaux. Premier niveau, c'est la vente, l'importation des matériaux amiantés. Cette réglementation est terminée. Aujourd'hui, on ne peut pas importer ce type de matériaux. Même si ça vient de Chine ou de Corée? Ah oui, oui, oui. On ne laisse pas passer. On ne laisse pas passer. Donc ça, c'est la première réglementation. La deuxième réglementation, elle va concerner la santé des travailleurs, qui date effectivement de 97 et sur laquelle on est en train de faire un toilettage et une amélioration de ce décret étendu. Et le troisième dont parlait M. Barthélémy, c'est l'état des lieux qui est en train de se faire sur tous les bâtiments avec une réglementation qui, justement, réglementera les interventions dans ces bâtiments. Parce que là, on voit une maison, mais ça peut être un hôpital, une école, ça peut être des bâtiments publics. Aujourd'hui, on est à peu près dans les collectivités à un état des lieux fait à 50%. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer au peigne fin l'ensemble des bâtiments de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, de l'ensemble des collectivités, plus évidemment les particuliers. Donc cet état des lieux est long. C'est pour ça que cette réglementation, on y travaille, je vous garantis, M. Rosette. Monsieur Barthélémy, les travailleurs, alors comment les travailleurs sont-ils protégés? Parce que tous les matins, il y a des chantiers, on va sur le chantier, est-ce que les chantiers sont contrôlés? Rassurez-nous. Oui. Alors, d'une part, la réglementation en ce qui concerne la protection des travailleurs date, on l'a dit tout à l'heure, de 1997. Donc là, par exemple, dans le reportage qu'on a vu, on a l'exemple d'une entreprise qui fait du retrait d'amiante. Elle a réalisé un plan de retrait. Ce plan de retrait a été vu par l'inspecteur du travail et ce plan de retrait a également été vu par le médecin du travail. Quand on travaille, il peut y avoir des masques, par exemple, des catégories de masques pour certaines professions, par exemple? Alors, oui et non. Avant de déterminer la catégorie de masque, ce qui est particulièrement important, c'est de faire une évaluation du risque. Je crois que c'est ce terme d'évaluation du risque qui est tout à fait fondamental parce que tel masque n'est pas automatiquement adapté à telle situation de travail et il ne faut pas, parce que tel masque a telle référence, automatiquement en déduire qu'il est utile pour telle Mais situation. Actuellement, la réglementation, on va dire, ne cadre pas bien les activités de chantier dans un environnement amiantifère. Comment on peut faire? Il faut cartographier, analyser, étudier. Avant, quand on veut faire des travaux... Alors, je vais en revenir à nouveau à cette notion d'évaluation du risque. D'une part, la réglementation actuelle, effectivement, ne prévoit pas de dispositions particulières en ce qui concerne les chantiers dans des zones amiantifères. Ça, c'est une réalité. Néanmoins, dès maintenant, on sait évaluer ce risque et certaines entreprises, actuellement, le font déjà. Alors, on a parlé de la commercialisation avec Madame Robineau, et de l'importation. On va parler aussi de la commercialisation avec vous, Monsieur Fabre, parce que effectivement, là aussi, il est interdit de commercialiser de l'amiante. Mais vous, à Deva, bien sûr, vous avez essayé d'acheter de l'amiante à Ducos et vous y êtes parvenu. Racontez-nous. Oui, très bien. La première fois, on avait quand même poussé le bouchon un peu loin. On y était allé le surlendemain de la date de l'interdiction. Oui, donc on en a trouvé. C'est votre côté coup de feu. Et on l'a payé, on l'a payé à un certain prix. Nous y sommes retournés 2 mois après l'interdiction, le même produit, on l'a acheté, je pourrais faire voir la facture, on a poussé la plaisanterie jusqu'à la mettre au nom de la DEVA, et on nous en a fourni, et même le prix avait augmenté. Parce que l'interdiction, si vous vendez de l'amiante, c'est sanctionné par une amende de 9 000 francs.
Alors, comme il n'y a pas de contrôle effectif de toutes les entreprises, tous les importateurs, de tous les commerces, parce que c'est très difficile, c'est quasiment impossible. Mais s'agissant des contrôles, Madame Robineau, là aussi... Les vendeurs... vigilance. Alors, il y a vigilance sur les stocks. Parce que le contrôle des stocks est difficile, hein, qui a stocké, combien, etc. Donc, de quand date cette importation d'amiante déjà? Et ensuite, il y a contrôle après systématiquement sur la revente, puisque ça interdit aujourd'hui aussi la vente. Donc, effectivement, il faut qu'on soit très vigilant sur la vente. Mais je crois que le contrôle dans chaque boutique n'étant pas possible, le meilleur élément, c'est des émissions que vous faites ce soir. C'est des plaquettes d'information pour avertir les entrepreneurs de ne pas acheter ce type de matériaux et de ne pas les utiliser dans la mesure où la réglementation l'interdit. Alors, s'agissant des sols, Bernard Robineau, justement, vous connaissez le terrain, vous avez travaillé en Corse sur l'amiante, donc on sait que l'amiante là-bas est aussi préoccupant qu'ici. Est-ce qu'on a beaucoup de sols amiantifères en Calédonie? Malheureusement, nous sommes à peu près comme dans le nord de la Corse, parce que la moitié des communes de Corse sont concernées, uniquement celles du nord et de la presqu'île nord. Ici, nous avons quasiment la moitié de la Calédonie qui est concernée par des sous-sols qui potentiellement contiennent des minéraux fibreux. Alors on disait tout à l'heure on ne peut pas désamianter toute la Calédonie. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Bien entendu, on ne peut pas désamianter, mais en plus, on peut très bien vivre avec. Simplement, l'amiante dans sa forme naturelle, en roche, ne présente pas de danger. Effectivement, déjà, quand on l'excave, quand on fait des tranches de travers, on sait qu'on peut être exposé, mais c'est surtout, actuellement, l'utilisation de ces matériaux-là, la proximité avec l'homme qui va faire qu'on est dans des situations de risque et d'exposition. Je parle, ça a été le pot, mais maintenant on parle de la serpentinite qui est utilisée largement en carrière pour recouvrir les routes. Encore une fois, on a utilisé le matériau et c'est là qu'on peut très vite changer les usages pour que les populations soient moins exposées. Mais on le disait tout à l'heure, il y a de l'amiante un peu partout. Alors quand je fais un terrassement, quand je veux faire un dynamitage pour faire des recherches géologiques, quand je veux faire un réseau de distribution d'eau, d'électricité, du téléphone, tout ça, ça peut exposer la population à l'amiante finalement. Effectivement, nous avons déjà mis en place une procédure qu'on a appelée alerte amiante, où quand les gens suspectent la présence de ces matériaux chez eux, ou une entreprise ou une mairie nous signale le problème, on essaye d'y aller, d'intervenir pour vérifier cette présence et éventuellement proposer quelques mesures immédiates, quelques préconisations simples pour arrêter l'exposition des populations. On essaye de réagir, mais à terme, vu que ce problème est en train de grandir, il faudra mettre une véritable structure en place pour répondre à la demande des entreprises, à la demande des chantiers, à la demande des individus pour apporter tout de suite des solutions. Justement, pour ces pistes, ces fameuses pistes, il faut les recouvrir avec quoi? Et doit-on dévier les routes, dévier les pistes? Que doit-on faire concrètement? Madame Robineau, Monsieur Barthelemy. Alors, moi j'ai envie de dire que la première chose à faire, c'est, comme le disait mon voisin, déjà de ne pas alerter dans la mesure où c'est pas toute la Calédonie. Il faut continuer d'abord, première chose, la cartographie. Une fois qu'on a la cartographie, le groupe de travail a déjà mis en place des mesures qu'on va appeler d'urgence, en tout cas des mesures de réaction immédiate. Ensuite, il va y avoir l'information des entrepreneurs autour de cette cartographie et des procédures mises en place simples. Effectivement, pour les choses qui sont déjà en difficulté près des zones d'habitation, ça va faire partie des premières mesures d'urgence. Je vous parlais de 100 millions. En dehors de la recherche, il va bien falloir prendre des mesures pour les zones d'habitation. On va les prendre, ça fait partie des mesures immédiates qu'on va prendre. Mais c'est un travail de longue haleine, d'information et de retour entre à la fois les entrepreneurs, les chercheurs, les collectivités. Il ne faut pas oublier les communes non plus qui vont être totalement impliquées dans ce dispositif. Une précision, Monsieur Barthelemy. Oui, je voudrais rajouter. Lorsqu'on fait une route, par exemple, on a un maître d'ouvrage qui a défini un plan, il sait par où il va faire passer la route. Et il y a des travaux géologiques qui sont indispensables pour réaliser cette route. Dans le cadre de ces travaux géologiques, il faut qu'on intègre une réflexion sur l'amiante. Alors dès maintenant, avec les collègues de la DIMAC, sur des tracés de route qu'on connaît, et des projets de chantier,